Il faut dire qu'en ce temps-là, hop, les charrettes tenaient lieu de pilori. Dans chaque ville, où de nos jours on peut en voir de nombreuses, il n'y en avait qu'une seule. Comme les piloris, cette charrette était destinée aux félons, aux meurtriers, aux vaincus en combat judiciaire, aux voleurs qui ravissaient le bien d'autrui. Le criminel pris sur le fait était aussitôt mis sur la charrette et mené de rue en rue à travers la ville. En fait, c'est la parodie du corbillard, je pense. Toutes les dignités étaient perdues pour lui, et il ne pouvait jamais plus être admis à la cour d'un roi ou d'un prince. C'est pourquoi on répétait souvent ce dicton: quand tu rencontreras une charrette, fais sur toi le signe de croix et souviens-toi de Dieu pour qu'il ne t'arrive pas malheur. S'il suffisait de se souvenir de Dieu pour qu'il ne nous arrive pas malheur, ça serait tellement plus simple. Il s'agit bel et bien d'une réminiscence de la tradition bretonne armoricaine de la charrette de l'Ankou, sur laquelle l'Ankou, qui est le dernier mort de l'année précédente, va, de village en village, collecter les âmes des nouveaux défunts. Dans la croyance populaire, cela porte malheur et constitue un mauvais présage de rencontrer cette charrette que l'on entend parfois sur les landes et dans les bois sans pouvoir jamais la voir. Tous ces détails, contenus aussi bien chez Chrétien de Troyes que chez Ulrich von Zatzikoven, sont des éléments en faveur de l'origine armoricaine de la légende de Lancelot du Lac. Alors, le chevalier, privé de monture, se dirigea vers la charrette et vit un nain juché sur les timons. Nain, fit-il, au nom du ciel, dis-moi si tu as vu passer par ici madame, la reine. Le nain fit mine de ne pas entendre et continua de mener son train. Le chevalier répéta sa question. Alors le nain lui dit: si tu veux monter dans ma charrette, je te promets qu'avant demain, tu sauras ce qu'il est advenu à la reine. Et sans plus attendre, il fouetta ses chevaux. Le chevalier demeura un certain temps plongé dans sa méditation. Monter dans cette charrette, il ne pouvait s'y résoudre, car c'était se vouer à l'opprobre de tous ceux qu'il rencontrerait. Ben alors, tu t'en fous, tu les connais pas. Et même si tu les connais, tu t'en fous. Mais d'autre part, le nain lui avait promis qu'il saurait avant le lendemain ce qu'il était advenu de la reine Guenièvre. Que faire? Après une hésitation bien compréhensible, il sauta dans la charrette. Gauvin, qui galopait derrière, n'en crut pas ses yeux. Il s'adressa au nain. Dis-moi, qu'en est-il du sort de la reine? Sais-tu quelque chose à son sujet? Le nain lui répondit. Si tu as pour toi-même autant de haine qu'en a ce chevalier que tu vois assis derrière, monte à côté de lui, et tu sauras tout ce que tu veux savoir. Je vous conduirai tous les deux. J'ai envie de parler du nain, mais j'en parlerai après. Gauvin s'arrêta net. Cette invitation lui paraissait si insensée qu'il ne voulut même pas en débattre. Il marmonna entre ses dents. Pas question de me déshonorer ainsi. Mais va toujours, je te suivrai où tu iras. Là-dessus, ils continuèrent leur chemin. L'un chevauchait et l'autre se trouvait dans la charrette, mais ils avançaient à la même allure. À la tombée de la nuit, ils parvinrent à une forteresse à l'aspect aussi puissant que beau. Ils entrèrent par une large porte, et les gens s'assemblèrent dans les rues pour les voir passer. Bientôt, une immense rumeur enfla et se répercuta dans la ville. Voyez ce chevalier qui est dans la charrette. À quel supplice le destine-t-on? Sera-t-il écorché vif, pendu, noyé ou brûlé sur un bûcher d'épines? Dis-nous, nain, toi qu'on a chargé de le traîner sur la charrette d'infamie, quel crime a-t-il commis? Est-il convaincu de larcin? Est-ce un meurtrier ou a-t-il été vaincu en duel judiciaire? Vous avez vu comme les gens sont malsains avec leur curiosité maladive. Hein?
Ça n'a pas changé, hein. Le nain fit la sourde oreille et ne répondit rien. Il conduisit le chevalier à la demeure où il devait être hébergé, une tour sise au bout de la ville. Au-delà s'étendaient des prés, en contrebas des rochers sur lesquels se dressait la tour, à flanc d'abîme. La charrette pénétra dans l'enceinte, et Gauvin la suivit, prenant soin de mettre pied à terre et de regarder ce qui se passait alentour. Des valets s'empressèrent de lui ôter son armure, et une dame en toilette avenante, d'une beauté sans rivale à la ronde, sortit du logis. Dis-moi, nain, demanda-t-elle, de quel crime s'est rendu coupable ce chevalier que tu traînes dans ta charrette? Le nain ne daigna pas répondre. Il se contenta de faire descendre le chevalier, et s'en alla sans que personne ne sache où. La dame alors fit apporter 2 manteaux fourrés de petits gris, que Gauvin et l'autre chevalier revêtirent après avoir été désarmés. À l'heure du souper, on les fit entrer dans une grande salle où un exquis festin les attendait, et l'hôtesse eut Gauvin comme voisin de table. Tout au long de la soirée, elle prodigua à l'un et l'autre les plus grands égards, et leur tint la plus charmante des compagnies. Puis, le souper terminé, on prépara 2 lits hauts et longs, tout près d'un troisième encore plus somptueux et déjà dressé. Ce lit offrait tout le confort possible, et Gauvin n'en avait jamais vu de semblable. Au moment de coucher, la dame emmena ses 2 hôtes, et leur désigna les 2 lits qui avaient été faits. C'est pour votre agrément qu'ont été placés ces 2 lits, dit-elle. Quant à l'autre lit que vous voyez, je ne vous conseille pas de vous y étendre, car il n'est pas fait pour vous. Pourquoi nous est-il défendu demanda le chevalier qui était monté dans la charrette. Oh là 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 là. Elle répliqua vivement. Ce n'est pas à toi de poser des questions. Il est honni dans ce monde celui qui est monté dans la charrette d'infamie. Sache que, si tu t'avises d'y coucher, ta témérité te coûterait bien cher. Et la dame les quitta, en compagnie de ses suivantes et de ses valets. Ah non, mais ça va pas recommencer là. Oh! Ça suffit! Putain, c'est pas possible, quoi. Alors. Stop! Hé! Arrête! Ça suffit! Alors. Putain, mais c'est insupportable, hein! Là, va dormir à côté, quoi! Oh! Achète-toi un lit! C'est insupportable! Pas, tu peux penser aux autres une fois dans ta vie, quoi! Non? Trop compliqué de penser aux autres? Combien de fois on dit non, 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 depuis combien de mois, depuis combien d'années, depuis combien de jours, là? Oh! Combien de fois par jour faut dire stop? Tu peux pas changer de position, tu peux pas te concentrer. Non, faut que tu fasses du mal aux gens. C'est ta façon à toi de te sentir précieux, de faire mal aux gens. Tu peux pas imaginer une seconde que ronfler de manière si bruyante et continuelle, ça fait mal. Non, tu peux pas le concevoir. Que ça empêche de dormir, que ça empêche de réfléchir. L'un dans l'autre, ça empêche les gens. Même le chat, ça le fait chier. Donc, je sais pas, va dormir à côté. Non, tu veux pas? Bah non, tu préfères faire chier les gens. Bah super! Oups là, désolé. Hop. De toute façon, ça sert à rien, hein. Dans 5 minutes, il recommence. Hein. Il en a rien à foutre des autres. Hein. Il est complètement. Il est dans son monde, quoi. Hop. Autiste. C'est de l'autisme. Je sais pas ce que c'est comme maladie, mais.
Regarde, tu lui dis un truc, 2 minutes plus tard, il l'a oublié. Tchoup, tu lui donnes l'information. Puis il te la redemande. Hein. Je sais pas, ça doit être les prémices d'un virus de zombies qui va se répandre. Alors, mais en plus, quand on est jeune, ça se soigne, les ronflements. Il suffit. Il est allé voir un médecin, on lui a dit d'aller voir un autre médecin, du coup, il a la flemme, il y est pas allé. Il en a rien à foutre. Et lui, ça le dérange pas, il s'entend pas, il dort. Hop, et voilà. Les autres, ils s'en branlent. On va faire chier les autres, ça le dérange pas. Donc je m'énerve. Alors, avant, j'étais super patiente. Hein. Et le pire, c'est quand il dort à compter, il ronfle pas. Mais là, il veut plus dormir à côté. Il préfère dormir là-haut. Je commence à me demander si c'est pas exprès pour me faire chier. Mais bon, ne soyons pas parano. Et par contre, ouais, comme si le fait de dormir avec quelqu'un, bah, ça lui donnait envie de ronfler pour le faire chier. Voilà, c'est ça. Quand il est tout seul, dans une pièce, il ronfle pas. C'est dingue. Hein. Je crois pas que ce soit conscient, mais bon, c'est dingue. Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Ma vieille grand-mère ronflait, ça me faisait mourir de rire, je dormais pas avec elle tous les jours. Et quand on est dans la trentaine et qu'on ronfle depuis qu'on a 9 ans et demi, il y a un moment, il faut se poser des questions et se soigner, quoi. Alors, j'en étais où? Voilà, je suis une râleuse. Mais je crois que je râle pas pour rien, quand même. Et puis, j'encourage les gens à râler. Il faut râler quand on est offensé, quand on se sent. Faut réagir, hein, non? Moi, avant, je réagissais pas. Enfin, pendant des années, j'ai pas réagi. J'étais. Bon, en même temps, il y a des moments où on n'a pas besoin de râler parce qu'on s'en fout. On avance et puis les gens, on les revoit pas. Mais quand il s'agit d'un truc quotidien qui nous mine au quotidien, là, faut sévir. Alors, j'en étais où? Ah, mais je vais devoir la faire en 10 fois, cette vidéo, cette lecture. C'est quand même abominable. Alors que, voilà, alors qu'il lui suffit d'acheter un livre et de se faire un coin à lui plutôt que d'être dans mon coin. Incroyable. Donc je vais devenir parano, je vais dire, il fait tout ça exprès pour me faire chier. Non, je suis pas parano, il fait ça exprès pour me faire chier. Alors, rester seul. Mais je crois qu'au fond, c'est pas forcément méchant. C'est sa manière à lui d'être utile. Oui, je suis utile. Hop, je te fais chier pour que tu gueules et que tu te fasses la voix. Hop. Comme quoi, hein, on n'a pas la même notion des choses et des événements. Alors, mon épée, là, c'est officiel. Je suis contente que j'ai pas la moustache d'Hitler. Bah, je fais quoi? Je finis la vidéo parce que je sais qu'il va se mettre à ronfler parce qu'il en a rien à foutre. Je fais quoi? Je sais pas quoi. Je suis dépitée. De toute façon, je peux pas dormir. Pareil, à chaque fois que je dors, il se met à ronfler. Hop. Donc ça me réveille. Et il veut pas. Il était censé acheter un livre, il l'a toujours pas fait. Quoi. Je suis pas en train de me plaindre, hein. Je suis en train d'expliquer pourquoi.
Puis, en plus, raison de plus, il a la crève, il sait que j'ai pas de rate, mais au lieu de dormir à côté, de me préserver, bah non, il m'a rendu malade en restant dans ma pièce. Bah, rien à foutre, tu vois. Soit il a pas la suite dans les idées, soit vraiment, ça l'arrange que je sois dans cet état. C'est ça, c'est comment on peut... Ouais. Joyeux Saint-Valentin, hein. Enfin, comment on peut trouver... enfin, je veux dire, après, comment on peut se satisfaire de ça, franchement, comment... les gens qui se remettent jamais en question, ouais, c'est dur, hein. C'est toujours plus dur, et ça marche plus, hein. Ça fonctionne plus. Rien ne va plus. Je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, il y a la dame qui se barre avec ses suivantes et ses valets. Bah, il y a un peu gnangnan ce texte, hein. J'avais déjà lu hier, j'ai abandonné. Euh, il y a un- Mais il va peut-être évoluer correctement, mais alors, c'est pas Jean-Marc Cal, hein, le problème. Je pense qu'il fait au mieux pour nous la rendre agréable. De toute façon, Jean-Marc Cal, pour moi, c'est une des œuvres majeures de ce siècle. Même si c'était le siècle d'avant, mais c'était la fin. Vraiment, le Graal, le cycle du Graal, c'est extraordinaire, c'est un super boulot. Restés seuls, Gauvin et Lancelot, mais Gauvin ne savait pas que c'était lui. Et bien décidément, ce Lancelot, on le reconnaît jamais, hein. Se regardèrent avec étonnement. C'est bien, dit Lancelot, je coucherai quand même dans le lit défendu. Il se débarrassa de ses chausses et s'y étendit sans plus attendre, sous une courte pointe en brocart d'or jaune étoilée d'or, la fourrure de sa doublure n'ayant rien de commun avec du petit gris pelé, mais plutôt avec de la zibeline digne d'un roi. Alors, tandis que Gauvin se couchait à son tour sur l'un des deux lits bas, Lancelot s'endormit. À minuit, les deux chevaliers furent réveillés par un fracas épouvantable. Des lattes du toit, jaillit comme la foudre, le fer en avant, une lance qui sembla transpercer les flancs de Lancelot, mais ne réussit en fait qu'à coudre la couverture au drap blanc de son lit. Tu vois, c'est dur, hein. C'est vraiment là, c'est la deuxième phrase dont la formulation est très étrange. Un pennon pendait à la lance, et c'était une banderole de feu. La flamme, en un instant, gagna la couverture, les draps et les bois, tandis que le fer de la lance vibrait encore après avoir frôlé le flanc du chevalier sans lui faire d'autre mal qu'une simple éraflure. Lancelot, cependant, s'était dressé et levé promptement, et avait réussi à éteindre le feu, saisissant la lance avant de la jeter au milieu de la salle. Cela fait, il se recoucha et se rendormit tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Au petit matin, la dame de la tour envoya réveiller ses hôtes. Ils assistèrent à la messe, puis le chevalier, qui était monté dans la charrette, se pencha rêveusement par une fenêtre où la vue dominait les prés. Quant à Gauvin, il devisait près d'une autre, en compagnie de la dame. Tout à coup, ils aperçurent un étrange cortège le long de la rivière qui bordait la prairie. Des valets portaient une civière sur laquelle gisait un chevalier en armes, escorté par 3 jeunes filles poussant des cris désespérés. Venaient ensuite des hommes d'armes, puis un chevalier de haute taille en compagnie d'une dame d'une merveilleuse beauté. Lancelot la reconnut aussitôt. C'était la reine qu'il ne cessa de contempler, au comble de l'extase, aussi longtemps qu'il le put. Mais quand elle eut disparu, il voulut basculer dans le vide, et s'était déjà glissé à demi dehors de la fenêtre lorsque Gauvin le rattrapa, le tira en arrière et lui dit « Seigneur, de grâce, ne fais jamais pareille folie. C'est bien à tort que tu sembles haïr la vie. » Mais non, intervint la dame de la tour, c'est à bon droit.
Un homme qui est traîné dans la charrette ne peut espérer que déchéance et malheur. Quel crime a-t-il donc commis pour en arriver là? Pourtant, la dame, qui se montrait si hargneuse envers Lancelot, lui donna un cheval et une lance en témoignage de sympathie et de bon accord. Gauvin et Lancelot prirent tous deux congé de leur hôtesse et s'en allèrent du côté où s'était éloigné le cortège qu'ils avaient vu passer. C'est vrai qu'il est vraiment space, ce texte. Mais en traversant les rues de la ville, ils ne rencontrèrent personne et ils n'entendirent aucun cri de haine ou de raillerie. Il y a beaucoup de contradictions, hein. Enfin, ou de... Ouais, non, c'est pas grave, c'est bien. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Mais c'est bien, c'est ce qui fait l'originalité de ces récits. Ils chevauchèrent longtemps, sans pouvoir rejoindre ceux qui emmenaient la reine. Rencontrant une jeune fille à un carrefour, ils la saluèrent et la prièrent de leur indiquer dans quelle direction la reine avait été emmenée, si toutefois elle le savait. La jeune fille leur répondit: Si je pouvais obtenir de vous suffisante promesse, je saurais vous montrer le bon chemin et vous nommer la terre où va la reine, et aussi le chevalier qui la conduit. Mais je vous avertis qu'il faudrait une endurance extrême à celui qui voudrait entrer dans ce pays. Avant d'y parvenir, il souffrirait 1000 douleurs. Jeune fille, dit Gauvin, par le saint nom de Dieu, je te promets sans restriction tout ce que tu voudras. Je me mettrai à ton service aussitôt que tu en exprimeras le désir, de tout mon pouvoir. Dis-nous la vérité. Et Lancelot fit de même, assurant à la jeune fille que, sans hésiter ni craindre quoi que ce soit, il promettait d'accepter toutes ses conditions. Alors la jeune fille leur dit: Par ma foi, gentil seigneur, sachez que c'est Méléagant, un gigantesque chevalier, le fils du roi de Gore, qui l'a prise et conduite en un royaume où tous les étrangers, sans pouvoir revenir, sont contraints de rester dans la servitude et l'exil. Où est cette terre? Demanda Lancelot. Vous le saurez bientôt, mais votre route sera semée d'embûches et de périls, sachez-le bien. Ce n'est pas chose aisée d'entrer dans ce pays sans le congé du roi qui est Baudémagu, père de Méléagant. L'accès n'est possible que par 2 passages. L'un est le pont sous l'eau, car il est immergé en plein courant. Sous ce pont, la profondeur de l'eau se trouve égale à sa hauteur au-dessus de lui. Rien de moins par ici, rien de plus par là. Il est exactement au milieu. Ce passage est pénible, mais ce n'est pas le plus dangereux. L'autre pont est le pire. On ne l'a jamais franchi, car il est tranchant comme une lame. Aussi est-il appelé le pont de l'épée. Cela dit, elle leur indiqua 2 chemins qui s'en allaient à travers la forêt. Lancelot dit à Gauvin: Il vaudrait mieux nous séparer ici, car ainsi nous aurons plus de chances de réussir. Tu dis vrai, répondit Gauvin, mais il nous faut choisir. C'est à toi de parler en premier. J'irai vers le pont de l'épée, répondit Lancelot, et cela quel que soit le sort qui m'est réservé. Adieu, ami, et que Dieu te protège de toute sa puissance. Et sans plus attendre, il piqua des 2 et disparut dans la forêt. Il parvint ainsi sur une lande, au bord de laquelle se trouvait un gué sur une rivière assez large. Sur l'autre rive se tenait un chevalier en harnais de combat, qu'accompagnait une jeune fille montée sur un palefroid. Le cheval de Lancelot, qui avait grand soif, s'approcha rapidement de l'eau. Chevalier, cria une voix de l'autre bord, je suis le gardien de ce gué, et je te défends de le franchir. Lancelot se redressa. Mon cheval a le droit de boire, s'écria-t-il, et il laissa aller le destrier qui se pencha et s'abreuva avec avidité. Mais sur l'autre rive, le chevalier prit son élan, lance baissée, et se précipita sur l'intrus. Celui-ci fit face, et le combat s'engagea rudement. Mais bientôt, le défenseur du gué commença à reculer en perdant pied. Lancelot, franchissant l'eau et l'assaillant sans relâche, l'obligea à mordre la poussière. Épouvantée, la jeune fille qui accompagnait le défenseur du gué supplia Lancelot d'épargner la vie de celui qui gisait à terre. Lancelot s'avança, l'épée nue, et menaça le vaincu. Cette jeune fille a bien fait de demander ta grâce. Je te l'accorde pour l'amour d'elle, à condition que tu promettes sur ta foi que tu te rendras prisonnier où je voudrais. Le chevalier lui en fit le serment.
Alors Lancelot remit son épée au fourreau. La jeune fille intervint de nouveau. Chevalier, au cœur généreux, puisqu'il a obtenu son pardon, je te prie instamment de lui laisser sa liberté. Laisse-le-moi franc de prison. En retour, je te le jure, tu recevras de moi en temps voulu le don qui te plaira, si j'en ai le pouvoir. Il regarda la jeune fille et se dit qu'il la connaissait. Elle éprouvait d'ailleurs de la grâce et de la honte à se voir ainsi reconnue, et eût souhaité qu'il n'en fût rien. Mais ne songeant qu'à s'éloigner sur le champ, Lancelot lui accorda la liberté de son prisonnier et se remit à galoper. À la nuit tombante, il rencontra une autre jeune fille, à la mine avenante et vêtue d'une robe blanche et ocre, qui lui allait à merveille. Il la salua en disant « Que Dieu te donne santé de l'âme et du corps !» Elle lui rendit son salut et lui dit « Seigneur, mon manoir, qui est tout proche d'ici, est prêt à t'accueillir pour la nuit. Mais j'y mets une condition. Ton hébergement n'ira pas sans que tu me tiennes compagnie dans mon lit. » Lancelot se sentit mal à l'aise. « Jeune fille, répondit-il, je te remercie de m'inviter sous ton toit, et j'apprécie grandement ce service. Mais je me dispenserai volontiers du coucher que tu m'offres. » Ouais, ça change la donne, hein, d'habitude. C'est les mecs qui font ce chantage, non? Quoique. Ah, mais c'est rigolo, non? C'est ce que j'aime dans ces vieilles histoires. Mais je me dispenserai volontiers du coucher que tu m'offres. C'est à prendre ou à laisser, répliqua-t-elle froidement. Comme il avait besoin de repos, Lancelot se dit qu'il trouverait bien un moyen d'échapper au désir de son hôtesse. Aussi ne dit-il rien, et la suivit-il. Ils longèrent une rivière et parvinrent jusqu'à un manoir qui paraissait solidement bâti et pourvu de défense. Ayant pénétré à l'intérieur, ils s'arrêtèrent dans une grande cour, où des valets prirent soin de leur monture. J'étais en train de me dire, mais tu t'en fous, Lancelot, tu mets une capote. Mais bon. La jeune fille le fit alors entrer dans une salle où se trouvait une table couverte de riches vaisselles et de mets odorants. Des flambeaux étaient allumés dans les chandeliers, et l'on avait apporté des coupes remplies jusqu'à ras-bord de vin de mûr et de vin blanc. Lancelot et la jeune fille, ils étaient raffinés à cette époque, dis donc. En même temps, le vin de mûr, c'est pas compliqué à faire, hein. Il suffit de mettre du sucre et des mûres et de laisser fermenter. Ouais, quand j'aurai un nouveau jardin, je ferai ça, hein. Je ferai des chaînes. Sur ma chaîne, je ferai des recettes de sorcières. Non, pas de sorcières, parce que je suis pas une sorcière. Mais plutôt des recettes de grand-mère. En plus, si ça se trouve, je serai grand-mère d'ici là. Alors, Lancelot et la jeune fille s'assirent à la table, et le service commença. Ils mangèrent et burent à satiété, puis quand le repas fut terminé, elle dit au chevalier « Va te distraire au dehors, si du moins tu n'y vois pas d'inconvénient. Reste-y juste le temps qu'il me faut pour me coucher. Prends la chose du bon côté, et viens à temps, si tu veux tenir ta parole. » Elle a de la suite dans les idées, hein. Lancelot sortit dans la cour, se demandant comment se tirer d'affaire, car si autrefois il n'avait jamais refusé une occasion de ce genre, l'image de Guenièvre le hantait à tel point qu'il savait parfaitement qu'il ne pourrait pas satisfaire la jeune fille, même s'il en avait exprimé le profond désir, ce qui n'était apparemment pas le cas. Il attendit un long moment au milieu de la cour, la fraîcheur de la nuit le dégrisant quelque peu, les vins qu'il avait bu lui ayant monté à la tête. Enfin, il se dit que le temps devait être écoulé, et il revint dans la salle. Mais là, il chercha en vain la femme. Elle n'y était pas plus que dans les chambres avoisinantes. Ouais, là, c'est le moment, c'est la pause miel.
Pénétrant dans une chambre plus éloignée, il entendit des cris qui ne pouvaient être poussés que par elle. Voyant une porte ouverte, il se précipita et vit un chevalier qui l'avait renversée et la tenait amplement troussée en travers du lit, et elle hurlait. Au secours, chevalier, au nom de l'hospitalité. Si tu n'arraches pas ce ribaud d'où il me honniera devant toi. C'est à toi qu'il revient de partager mon lit, comme tu l'as accepté. Viens à mon secours. Lancelot rougit de confusion en voyant le ribaud maintenir dénudé jusqu'au nombril la jeune femme. La vision de l'assaillant nu sur sa victime nue enflammant sa colère. Il voulut alors entrer dans la chambre, mais 2 sergents en gardaient l'entrée, munis chacun d'une hache qui aurait pu trancher l'échine d'une vache aussi rapidement que la racine d'un genêt. Il n'hésita pourtant pas et fit irruption dans la pièce. Très franchement, vu qu'elle lui faisait un chantage sexuel, il aurait pu lui faire un chantage sexuel aussi. Et dire oui bon ok bah tu veux pas coucher, tu veux pas te faire violer cocotte, bah me viole pas quoi. Je te sauve mais tu me sauves. Même pas, non non. Lancelot le sent. Les sergents abaissèrent la hache avec violence, mais il était déjà passé. Il se retourna contre eux et les attaqua de son épée, qu'il avait eu la bonne idée de garder au côté. À force de ferrailler contre eux, il les obligea à lâcher leurs armes, et à prendre la fuite, après quoi il bondit sur le ribaud et, à la force du poignet, le ramena à une position verticale. L'homme se débattait, mais Lancelot le prit à bras-le-corps et l'expédia rudement dans la cour où il resta inanimé, sa tête ayant heurté les pavés. « Jeune demoiselle, dit-il alors, tu n'as plus rien à craindre. Tu as bien agi, répondit-elle, car ces rustres allaient me ravir mon honneur en grande honte et douleur. C'est un mien voisin qui n'a de cesse de me harceler. C'est un mien voisin. La main dans la main, ils franchirent une autre porte et se trouvèrent dans la grande chambre où était dressé un lit magnifique. Rien n'altérait la blancheur de ses draps amples et fins. Le matelas n'était fait ni de paille ni de rêches coussins. 2 étoffes de soie faisaient office de couverture. La jeune fille se coucha dans le lit, mais elle n'enleva pas sa chemise. Lancelot mit le plus de temps possible pour se déchausser, puis se dévêtit de plus en plus. L'angoisse le tenaillait, et il se demandait bien ce qui allait arriver. Mais après tout, il avait accepté d'être hébergé sous condition de partager le lit de son hôtesse. Il garda lui aussi sa chemise et se glissa prudemment entre les draps, prenant grand soin de ne pas la toucher, ni même de la frôler. C'est con, ça réchauffe quand même. S'écartant d'elle le plus loin possible, sur le dos, observant un silence absolu, tel un frère convers, observant la règle de nous souffler, mot sitôt allongé. Il aurait pu dire aussi qu'il était... il aurait pu dire qu'il était puceau et vierge et fier de l'être et pas avant le mariage. Hein. Je sais pas, il y a des hommes, non, qui font ça aussi. Non, enfin, je sais pas. Non mais... Je sais, ça sert à rien de dire ce qu'il aurait dû voulu faire. Et oui, mais je peux pas m'en empêcher. C'est pas pour dire du mal du texte. C'est pour dire, bah, au cas où ça vous arrive, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est jamais, hein, ça peut nous arriver hein, tous les jours, hein, d'être hospitalisé, d'être les hôtes d'une dame très, très exigeante. Ça peut nous arriver à tous, à chaque moment de notre vie, et ça peut même nous arriver plusieurs fois dans une même vie. Hein. Alors, je suis sûre qu'il y a des hommes, des, des pseudo-beaux gosses qui doivent
qui doit vivre ce genre de situation. Ça doit exister, hein, quand même. Donc rassurez-vous les meufs, il n'y a pas que vous qui vous fassiez harceler et chantager sexuellement. Il y a Lancelot du Lac aussi. Alors, donc il en était où là? Le temps passa. La jeune fille se tournait et se retournait, attendant avec impatience qu'il tentât quelque chose. Mais elle dut se résoudre à l'évidence. Son invité ne prisait guère sa compagnie. Sniff. Bah t'as qu'à épouser ton voisin, comme ça il arrêtera de te violer. Oh, connasse. Je rigole. En même temps, c'est un conseil que je peux donner, hein. Si un mec vous fait chier, vous harcèle, mariez-vous avec. Comme ça, il pourra pas vous faire du mal sans risquer d'aller en prison. Sachez-le tous les hommes mariés en ont vite très très marre et se lassent. Bah, peut-être pas tous, mais bon. Ça y est, je donne des conseils de merde pour changer le monde. Trop sympa, hein. Bah, des hommes mariés motivés par leurs femmes, j'en ai pas croisé des tas, hein. Ça doit exister, cela dit. Mais par les temps qui courent, il y a aussi beaucoup d'hommes qui empoisonnent leurs femmes quand ils veulent se marier avec leur maîtresse parce qu'ils n'ont pas envie de payer le divorce. Ça se fait vachement, hein. Je suis un peu une assidue des histoires judiciaires et je connais la force obscure de la chose. Et c'est quand même assez dingue ce qui se passe au quotidien, des histoires de ouf. Et la raison pour laquelle il y a peu de couples heureux, c'est que les gens font. On est dans une société du transfert où des gens cherchent quelqu'un qui les représente. Ils ne sont pas dans l'amour, ils ont besoin de quelqu'un qui les représente socialement en fait. Mais quand le mariage change les, en- les engagements, les machins, les responsabilités changent le partenaire. Donc quand la, quand la représentation ne correspond plus à celle qu'on avait à la base, alors que c'est nous-mêmes qui l'avons transformée, cette personne, on jette la personne parce qu'elle ne correspond plus. Moi, je suis pas comme ça, hein. Moi, je suis dégoûtée de la vie, hein. De toute façon, niveau amour-relation, comment je vois les gens changent de veste pour le moindre petit coup de vent, c'est bon, quoi. Bien, les gens sont faibles. Voilà, dès qu'il s'agit de... Voilà, les gens... Il y en a qui sont honnêtes, hein, qui disent ah bah non, il y a un tel et un tel qui veulent pas qu'on soit ensemble, donc c'est pas possible. Ah bon, d'accord. Pourtant je t'aime, hein, je te jure. Bah ouais. Je peux pas parce que socialement ça le fait pas. Ok. Hein, hallucinant, hein. Hallucinant, hein. Bah allez vous faire foutre, hein, franchement. Mais allez vous faire foutre. Sérieux, hein.
Et sans rancune, hein. Vraiment, hein. Moi, de l'amour à deux balles, genre protège-moi, protège mon image sociale. Ouais, c'est la seule chose qu'on m'a demandé, hein. Et la seule chose qu'on m'a reproché. De pas être comme tout le temps, 24 heures sur 24, comme on a envie que je sois. Donc, méfiez-vous. En général, les couples que vous voyez à l'intérieur, c'est pas beau à voir, hein. C'est la Saint-Valentin, donc je suis dans un délire anti-couple. C'est cool, hein. Non, je m'en garde. Je m'en garde les jeunes âmes, on peut leur dire, ouais, bon, être amoureux c'est bien, mais demande-toi si t'es amoureux d'une image ou d'une entité ou de quelqu'un, quoi, parce que ça t'évitera, hein, ça t'évitera de te faire couillonner, hein. Alors, j'en sais où. Ouais, je crois que j'en ai marre. Non, j'ai très envie de connaître la fin, mais j'ai de l'intuition, je sens qu'il va se remettre à ronfler. Alors, ça y est, j'ai fait le, j'ai joué à la, j'ai fait la sorcière. J'ai fait semblant d'être une sorcière. C'est cool. Non, mais très réellement, je suis très fatiguée, mais je sais qu'il va ronfler. Donc, du coup, bah, j'attends qu'il se réveille et qu'il fasse des trucs pour m'endormir. Pour être sûre de ne pas me réveiller au bout de 5 minutes que je m'endors. Voilà. Ah, j'ai le droit de me plaindre quand même une fois dans la vie. Oh. Bon, allez, on va essayer de terminer hein, quand même. Ah oui, je sais. Purée. Ah, c'est pas le problème. En fait, j'étais bloquée. Ça fait une demi-heure que je rejoins la position. Mon cerveau comprenait qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je savais pas quoi. Voilà, maintenant je sais. J'en étais où? Bon, désolée d'être aussi psychédélique, mais je crois que j'accumule de la fatigue. Euh, non, et très très concrètement, j'ai super envie d'en terminer avec le Graal et de passer à autre chose. Donc pas que j'en ai marre, mais c'est que... euh, enfin, passer à autre chose. Bon, en même temps, si j'ai la voix cassée, je peux pas aller plus vite que la musique, c'est vrai. Bon, c'est ma petite pause, c'est un petit moment de récréation et je continue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi ça rame?
Oh, sniff. Ah, puis merde, je suis malade, j'ai le droit de prendre mon temps, quoi, quand même. Non, mais rassurez-vous, ils vont pas coucher ensemble. Ou ils vont mettre une capote, je sais plus. Oh, c'est ça, c'est gentil. Moi, finalement, elle est pas si méchante. Enfin, non, je fais quoi? Je finis, je lis tout seul pour moi tout seul ou je continue la lecture? Bon, bah, il y a mon coq préféré qui sonne. Je crois que je vais dormir. Désolée, mais les éléments sont contre nous. Je termine. Allez, je termine un peu. Je termine ma clope et j'arrête. Ouais, en plus, ils sont longs les chapitres quand même là en ce moment. Le temps passa, la jeune fille se tournait et se retournait, attendant avec impatience qu'il tentât quelque chose, mais elle dut se rendre à l'évidence. Elle s'était prise un râteau. Non. Son invité ne prisait guère sa compagnie. Seigneur chevalier, dit-elle, je ne resterai pas davantage ici. J'irai me coucher dans ma chambre, et tu n'en dormiras que mieux. Il ne me semble pas que tu goûtes beaucoup de plaisir en ma présence. Prends donc cette nuit un repos que tu as bien mérité, car tu as fait l'impossible pour me satisfaire. Je t'en suis reconnaissante, malgré tout. Elle se leva et le laissa seul, ce dont il fut fort aise. Alors il s'endormit, réconforté, mais la jeune fille, dans sa chambre, ne dormait pas. Depuis que j'ai connu pour la première fois un homme, pensait-elle, aucun ne valait celui-ci. À ce que je crois, il veut s'essayer pour un grand exploit, si pénible et si périlleux que nul chevalier n'a encore osé en tenter de semblables. Dieu permette qu'il en vienne à bout. Enfin, le soleil finit par la prendre. Au moins, il y a quelqu'un qui veut bien la prendre. Et elle dormit jusqu'aux premières lueurs du jour. Le lendemain, Lancelot avait déjà sellé son cheval et se préparait à partir, quand la jeune fille lui dit « Seigneur, j'ai une faveur à te demander. Je voudrais voyager avec toi pendant un certain temps, pourvu que tu observes les coutumes qui ont été établies bien avant nous dans le royaume de Bretagne. » Les coutumes en ce temps-là comportaient en effet des obligations pour tout chevalier qui voyageait avec une femme seule. Il devait la respecter, ne jamais lui faire violence et la protéger contre tous ceux qui auraient voulu lui faire du mal. C'est bien, dit Lancelot, viens avec moi. Je te promets que nul ne te causera d'infortune avant de m'en causer à moi. Allez, viens, on est potes. Allez, viens, cocotte. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Nanana, nanana. Hop, vous croyez que Michel Fugain, il a lu cette histoire? Hop. Ouais, tout déconne sur mon ordinateur. C'est parce que je fais jamais les mises à jour. Alors, le machin, ils partirent. En suivant routes et sentiers, sans dévier du plus court chemin, ils approchèrent d'une source, au milieu d'une prairie. Tout à côté, sur un perron, une inconnue avait oublié un peigne en ivoire doré. Celle qui s'en était servie avait laissé aux dents de ce peigne au moins une demi-poignée de cheveux blonds.
En le voyant, le chevalier dit: Vraiment, je n'ai jamais vu un peigne aussi beau. Mais j'adore, j'adore ce livre. Genre, t'imagines un chevalier qui trouve un peigne. Waouh, je n'ai jamais vu un peigne aussi beau. C'est ça que j'adore, c'est magnifique. Fais mon cadeau, demanda la jeune fille. Ah non, c'est la fille, je suis trop déçue. Je croyais que c'était l'homme qui aimait les peignes. Ah, je suis déçue. Oh, ah, je suis blasée de chez blasée, hein. Ouais, parce que il y avait une autre histoire avec une histoire de peigne. Je me disais décidément, à cette époque, les hommes aimaient les peignes. En même temps, comme c'était l'époque mérovingienne, c'est pas, ce n'est pas étonnant, vu que les mérovingiens avaient les cheveux longs. C'était la mode d'avoir les cheveux longs, donc c'était important d'avoir un peigne. Donc ça aurait très bien pu être lui qui tombe d'extase devant un peigne. Fais mon cadeau, demanda la jeune fille. Il se pencha et prit le peigne. La jeune fille se mit à rire. Pourquoi ris-tu demanda Lancelot. Je ne te le dirai pas, répondit-elle, du moins pas maintenant. Au nom de celui que tu aimes, si toutefois tu aimes, je te prie de me dire pourquoi tu as ri. C'est bien pour te faire plaisir, chevalier. Si je suis bien renseigné, ce peigne ne, ne peut appartenir qu'à la reine. Il n'y a guère que la reine qui puisse avoir des cheveux aussi blonds et aussi fins. De quelle reine parles-tu? De l'épouse du roi Arthur, c'est évident. À ces mots, le chevalier se sentit défaillir. Il fléchit en avant et dut s'appuyer sur le pommeau de sa selle. En le voyant ainsi, la jeune fille eut peur qu'il ne tombât. Elle sauta au bas de son palefroid, mais comme Lancelot s'était repris, elle n'eut pas à le retenir. Elle se pencha et prit le peigne qu'elle tendit ensuite au chevalier. Il se mit en devoir d'en retirer les cheveux avec tant de soin qu'il n'en rompit aucun. Ayant donné le peigne à la jeune fille, il porta les cheveux à ses yeux, à sa bouche, à son front et à tout son visage. Mange-les. Puis il les enferma sur sa poitrine, près du cœur, entre sa chemise et sa peau. La jeune fille, tout étonnée de le voir agir ainsi, ne lui posa cependant pas de questions. Elle remonta sur son cheval et tous deux reprirent leur route. D'après le chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. À la fin de l'après-midi, ils s'engagèrent dans un sentier si étroit qu'un cheval aurait eu du mal à y faire demi-tour. Il allait entre deux parois profondes, surmontées d'arbres drus. Peu après, ils aperçurent un chevalier armé de pied en cap. La jeune fille qui allait devant se retourna et dit à Lancelot: Seigneur, voici un chevalier que je connais, qui me poursuit de ses assiduités. Je veux savoir comment tu vas m'en protéger. J'adore. Va toujours et sois sans crainte, répondit Lancelot. Elle se tut et continua d'avancer. Quand il la reconnut, le nouvel arrivant s'approcha et saisit le cheval de la jeune fille par le frein. Par Dieu Tout-Puissant, s'écria-t-il, j'ai enfin trouvé celle que je cherchais. Et bien que tu sois sous la protection d'un chevalier, je t'emmènerai quand même avec moi. Tu n'en feras rien, dit Lancelot. Cette jeune fille ne veut pas aller avec toi. Si tu insistes, tu devras me combattre. Nous ne pouvons le faire ici, car l'endroit est trop étroit, mais reviens sur tes pas jusqu'à une place libre, de ton choix. Ainsi, tu auras le temps de réfléchir. Je le veux bien, dit l'autre. Une fois sortis du ravin, ils se retrouvèrent dans une vaste prairie remplie de dames, de jeunes filles, de chevaliers et de valets qui se divertissaient. C'était le ranch de la famille Manson. Alors, hop. Ah, désolée, hein, je suis convaincue que Charles Manson, c'est Merlin l'Enchanteur. Et personne ne veut me croire, c'est un peu dur, hein. Alors, et ça suffit! Ouais, je crois que je vais devoir arrêter, hein. C'est con, il reste pas beaucoup de pages, hein. Alors, une fois sortis du ravin, oui, oui, machin, qui se divertissaient. Les uns chantaient, les autres jouaient aux échecs et au tric-trac. Dès que le chevalier amoureux de la jeune fille fut dans la prairie, il piqua des deux en s'écriant: Arrêtez vos jeux et venez tous! Voici le lâche qui est monté sur la charrette. Aussitôt,
Les jeux cessèrent, et tous se mirent à huer Lancelot. Le chevalier amoureux prit alors le cheval de celle qu'il convoitait par le frein et voulut l'emmener. Mais Lancelot s'interposa encore une fois, et tous deux allaient se battre quand un vieil homme, qui était Vavasseur, vint vers le chevalier. Mon fils, dit-il, que fais-tu? J'emmène ce que j'ai gagné, n'en déplaise à celui qui me cherche querelle. Où as-tu gagné cette jeune fille? Reprit le Vavasseur. Est-ce que le chevalier te l'a cédée? Qu'il me la cède ou me la dispute, c'est la même chose pour moi. Pauvre fou, dit le père, je t'interdis de te battre en ma présence. Tu es mon fils et tu dois m'obéir. Je te le répète, je ne veux pas que tu te battes avec ce chevalier. Alors, dit le fils, puisque tu ne me permets pas de me battre en ta présence, je le suivrai partout où il ira, et personne ne pourra m'empêcher d'agir comme bon me semblera. Très bien, reprit le père, dans ces conditions, je t'accompagnerai. Si un signe m'indique que tu peux te battre, tu te battras. Mais si un autre signe me montre que tu dois abandonner la partie, tu l'abandonneras. En fait, le père y tire le yiking. Le fils fut d'accord, et tous deux se mirent en chemin, tandis que Lancelot et la jeune fille, prenant de l'avance, chevauchaient déjà loin dans la prairie. D'après le Lancelot attribué à Gauthier Map. Ils ne s'arrêtèrent qu'au soir, parvenus près d'une église, à côté de laquelle se dressait un enclos cerné de hauts murs. Lancelot mit pied à terre et entra dans l'église afin de prier Dieu, tandis que la jeune fille tenait son cheval. Comme il sortait, ayant achevé sa prière, il vit un ermite très âgé qui venait à sa rencontre. Il le salua et lui demanda ce que cachaient les hauts murs qui jouxtaient l'église. L'ermite lui répondit que c'était un cimetière. Saint homme, dit Lancelot, te plairait-il de m'y conduire? Bien volontiers, Seigneur, répondit l'ermite. Il ouvrit une grande porte et fit entrer Lancelot dans l'enclos. Devant eux se trouvait une multitude de tombes, toutes plus belles les unes que les autres. Sur chacune d'elles figuraient des inscriptions, mais dont les caractères étaient impossibles à déchiffrer. Au centre de l'enclos, Lancelot aperçut alors une tombe plus grande que les autres et qui semblait en marbre. Et celle-là, demanda-t-il, pourquoi est-elle si grande? L'ermite lui répondit. Je peux t'en parler, car tu ne verras dans le monde aucune tombe semblable à celle-ci. Mais auparavant, laisse-moi te dire que je sais que tu accomplis ce voyage pour délivrer la reine. C'est un voyage long et difficile, car les épreuves y sont nombreuses, mais aucune n'est plus terrifiante que celle-ci. Veux-tu la tenter? Certes, répondit Lancelot, je serai le dernier des lâches si je la refusais. Alors approche de cette tombe et lis-en l'inscription. Elle est rédigée dans notre langue et tu la comprendras facilement. Lancelot s'approcha. Sur la tombe, il vit une grande dalle, et sur cette dalle une inscription en lettres d'or qui disait « Celui qui lèvera cette pierre à lui tout seul sera le libérateur des humains prisonniers dans la terre d'exil, d'où ne sort aucun d'eux, ni cerf, ni gentilhomme, à partir du moment où il y a mis le pied. » C'est intéressant, ce qui prouve qu'ils sont sans doute dans un pays, ils sont dans la mort. Ils sont dans le pays de la mort. Aucun n'a jamais vu le chemin du retour, car tous les étrangers demeurent là captifs. Seuls les gens du pays vont et viennent librement, qu'ils en passent ou non la limite à leur gré. Pensant aussitôt à ce qu'il avait fait à la douloureuse garde, Lancelot, sans hésiter, se pencha vers la dalle, prêt à la soulever, ne doutant pas de sa réussite. D'ailleurs, on remarque que Lancelot, il accumule les mandats. C'est-à-dire que tout au début, quand il est en France, enfin quand il est en Bretagne armoricaine, eh ben, il passe son temps finalement à libérer des châteaux et à devenir seigneur. Et là, il passe son temps à soulever des dalles. C'est sa spécialité. En fait, Lancelot, c'est un petit peu le gars de la répétition, quoi. C'est le chevalier de la répétition. Attends un peu, dit l'ermite, j'ai encore à te parler. Cette dalle, jusqu'à présent, aucun homme n'a pu la soulever. Mais si, par la grâce de Dieu, tu pouvais la faire basculer, tu ne serais pas au bout de tes peines.
car sous cette tombe, il y a une crypte, et dans cette crypte, un tombeau d'où sort une fumée puante et épouvantable. Tu devras y descendre pour achever l'épreuve. En auras-tu le courage? Lancelot ne répondit pas. Il saisit de ses mains la dalle sur laquelle se trouvait l'inscription, et sans aucun effort il la souleva, ouvrant ainsi l'accès à un sombre caveau, d'où émanait une fumée noire et tellement âcre qu'il en fut suffoqué. Je te l'avais bien dit, reprit l'ermite, il ne suffit pas d'avoir fait basculer cette dalle, tu dois maintenant descendre si tu veux mettre fin aux aventures. Sans hésiter, Lancelot s'engagea dans le caveau. C'est bien parce que finalement, il y a plein de gens qui disent qu'ils sont aventuriers, mais ils connaissent pas le danger, ils n'ont jamais eu affronté le moindre danger, ça me fait marrer, quoi. Sans hésiter, et du coup, ça nous rappelle que ce qu'est l'aventure. Ah oui, affronter l'inconnu, hein, affronter l'inconnu, c'est pas, c'est pas le dada de grand monde, hein. Sans hésiter, Lancelot s'engagea dans le caveau. Il entendit un grand fracas tout au fond et descendit les marches, apercevant une grande clarté dont il ignorait l'origine. Bientôt, ses yeux s'habituèrent à cette intense lumière, et il découvrit qu'il se trouvait dans une grande salle au milieu de laquelle il y avait une pierre tombale, au moins aussi grande et lourde que celle qu'il venait de soulever. Mais elle brûlait de toutes parts d'une flamme qui s'élançait à une hauteur supérieure à celle d'une lance, et répandait une infecte puanteur. Stupéfait, Lancelot s'arrêta. Il perçut alors une voix à l'intérieur de la tombe, une voix qui criait et poussait de longues et lamentables plaintes, terrifiantes à entendre. Frappé lui-même d'horreur, Lancelot recula jusqu'aux marches. Arrivé là, il hésita un instant, puis il soupira et versa d'abondantes larmes en maudissant l'heure de sa naissance. Mon Dieu, balbutia-t-il, quel dommage! Enfin, il se dirigea vers la tombe et couvrit son visage de son bouclier pour se protéger de la flamme. Quand il fut tout près, il entendit la voix qui s'adressait à lui. Fuis, reviens sur tes pas. Tu n'as ni le pouvoir ni la permission d'achever cette aventure. Et pourquoi donc s'écria Lancelot. Je vais te le dire, répondit la voix. Mais je veux d'abord savoir pourquoi tu as prononcé ces paroles. Mon Dieu, quel dommage. Alors Lancelot se mit à verser des larmes de douleur, de honte, mais aussi de désespoir. Dis-le-moi, reprit la voix avec insistance, et ne mens pas. J'ai dit cela parce que j'ai trahi et abusé le monde. On me tient pour le meilleur chevalier, mais je sais bien que je ne le suis pas, car un bon chevalier ne ressent pas la peur. Or, j'ai eu peur, je l'avoue. Tu as raison, continua la voix, et ce que tu dis est vrai. Un bon chevalier ne connaît pas la peur. Mais tu n'as pas raison de le dire. De dire quel dommage, sous prétexte que tu n'es pas le meilleur parmi les bons. Avec la force physique et le courage que tu possèdes, il te reste bien des épreuves à accomplir, d'où tu tireras gloire et honneur. Certes, le bon chevalier n'est pas encore venu, mais le temps est proche où il apparaîtra. Et ce sera grâce à toi, Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Je dois être complètement dingue parce que j'ai des frissons. J'ai des frissons d'extase. Euh, il sera bon et beau et pourvu de toutes les vertus. Aussi, dès qu'il mettra le pied dans cette salle, il éteindra cette flamme de torture qui brûle mon âme et mon corps. Je te connais bien, Lancelot, ainsi que tous ceux de ton lignage. Sache qu'il sera de ce même lignage celui qui m'arrachera d'ici, qui occupera le siège périlleux et mettra fin aux aventures de Bretagne. Qui es-tu donc demanda Lancelot. Je m'appelle Siméu, ou Simeux, répondit la voix, et je suis le neveu de Joseph d'Arimathie, qui apporta c'est pas possible, qui apporta de la Terre Sainte le Graal dans l'île de Bretagne. C'est pas possible, il est mort depuis au moins 300 ans. 500 ans. Mais donc, c'est son spectre. Mais à cause d'une faute dont je me suis rendu coupable, je suis tourmenté d'âme et de cordes en cette tombe. Oui, c'est ça. Car Dieu ne veut pas que je sois dans l'autre monde. Ah, ça me fait penser à mon livre. Ça me fait penser à des requins dans le ciel.
Bah, j'en ferai la lecture, hein, parce que j'en ferai la lecture des requins dans le ciel. Mais hier, j'avais vraiment pas la voix. Euh... Merde, j'en étais où? Car Dieu ne veut pas que je sois dans l'autre monde. Je souffrirai ce supplice jusqu'au jour où le bon chevalier viendra nous délivrer. À présent, va-t'en, Lancelot. Si tu n'as pas toutes les vertus que tu pouvais espérer, tu es néanmoins l'un des meilleurs chevaliers de ce monde. Et si j'essayais de soulever la dalle, demanda Lancelot. Tu n'y arriveras pas, répondit la voix. Mais, comprenant que le chevalier ne quitterait pas la crypte sans avoir tenté l'épreuve, la voix reprit. Tu es courageux, Lancelot, mais cela ne suffit pas contre les puissances qui te dépassent. Puisque tu veux à tout prix tenter l'épreuve, fais exactement ce que je vais te dire, sinon tu es perdu. Prends sur cette pierre de marbre qui est sur moi, à droite, un peu d'eau que tu y trouveras. C'est l'eau dont le prêtre se lave les mains après avoir communié avec le corps de notre Seigneur. Ouais, c'est de l'eau bénite, quoi. Prends de cette eau et asperge-en ton corps, faute de quoi tu seras brûlé. Enlève aussi ton bouclier, il ne fera que te gêner. Lancelot suivit les recommandations de la voix, puis alla vers la dalle. Cependant, quelque effort qu'il pût faire, il ne parvint pas à la soulever, et la flamme l'attaqua si gravement que son haubert tomba en morceaux avant qu'il eût remonté l'escalier. Se retrouvant dehors, il respira à plein poumon l'air frais. Auprès de l'ermite se tenaient le Vavasseur et son fils, tout heureux de le voir vivant. Mais comme Lancelot se désolait d'avoir perdu son Aubert, le Vavasseur lui dit ne te, ne te tourmente pas pour cela, je vais t'en donner un autre. Il s'adressa à son fils. Que t'en semble, mon enfant? N'est-il pas un chevalier, celui qui a tenté cette redoutable épreuve? Tu sais maintenant qui de nous deux avait tort, toi ou moi. Reconnais le signe que je t'avais annoncé. Il ne nous reste plus qu'à repartir. Mais auparavant, je veux que tu donnes ton haubert à ce chevalier qui en a tant besoin. Sans protester, le fils retira son haubert et le tendit à Lancelot. Puis tous deux prirent congé et quittèrent le cimetière. L'ermite dit à Lancelot, Seigneur, peux-tu me dire qui tu es? Je ne le veux point, répondit Lancelot. Je ne suis qu'un chevalier parmi tant d'autres. L'ermite n'insista pas, et Lancelot prit à son tour congé pour aller rejoindre la jeune fille qui l'attendait dehors. Sans un mot, il remonta sur son cheval, et tous deux reprirent leur chemin. Lancelot était agité de sombres pensées, triste et déçu de ne pas avoir achevé l'aventure, mais sachant néanmoins qu'il parviendrait à délivrer la reine. Cependant, la jeune fille, qui chevauchait à son côté, voulant à tout prix savoir son nom, ne cessait de les questionner. Alors Lancelot lui dit Je suis un chevalier du roi Arthur. Par la foi que je dois à Dieu, tu n'en sauras pas davantage. À ces mots, la jeune fille lui demanda la permission de le quitter. Elle aimait mieux retourner chez elle plutôt que de continuer ce voyage avec un compagnon dont elle ignorait le nom. Lancelot ne la retint pas et la vit s'éloigner sans aucun déplaisir. Décidément, cette fille a pas de chance, hein. Elle se fait harceler par des mecs qu'elle aime pas. Elle a pas un bon karma, hein. Non, je rigole. Il chevaucha longtemps et, au milieu où la nuit tombait, rencontra un vavasseur qui l'invita à loger chez lui. Il accepta volontiers et le suivit jusqu'à un beau manoir où il fut accueilli par des jeunes gens qui s'empressèrent de le désarmer et de conduire son cheval à l'écurie. Bon, à l'époque, les manoirs, parce qu'il y en a qui disent que les châteaux, à l'époque, ça n'existait pas, nananana, ou que c'était des tours nuls à chier. Et si, les manoirs, ça existait. Et de toute façon, ça avait la forme des manoirs de maintenant. C'était des trucs rectangulaires, des gros trucs rectangulaires, sans, sans tour, en gros. Mais c'était de grands bâtiments. Et d'ailleurs, on en retrouve. Je sais pas, l'Angleterre, même si j'adore, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée. D'ailleurs, j'aimerais bien y faire un road trip. Mais, euh, mais en France, dans certains villages, on trouve des vieux manoirs qui datent de Mathusalem, hein. Non, pas de Mathusalem, mais au moins du roi Arthur. Qui datent en tout cas de l'époque mérovingienne.
On retrouve même des bâtisses gauloises hein, qui sont encore sur pied parce que tous les 50 ans, on les solidifiait. Ah, mais parce que y en a qui disent que non, non, en fait, à l'époque, ça n'existait pas, les châteaux, les manoirs. Ouais. Le problème, c'est que le pouvoir le pouvoir étant si, comment dire, si fragile dans les régions et dans les pays, que dès qu'il y avait une destitution de tel souverain ou de tel seigneur, bah, dès qu'il n'y avait plus de seigneur, en général, on utilisait les pierres d'un édifice pour fabriquer d'autres bâtiments. Et ça arrivait que plus tard, du coup, on reconstruise, on rajoute les pierres enlevées. Enfin bon, voilà, c'était le bordel, hein. Mais c'est comme ça que ça se faisait, c'est-à-dire que on n'avait pas à chaque époque l'occasion de retirer des pierres dans des carrières. Donc en général, on recyclait des châteaux ou des manoirs et pour les re-recycler. Je tiens à le préciser parce qu'on voit quand même beaucoup d'aberrations. Il y a des archéologues ou des historiens qui te sortent des trucs, des fois, tu te dis, mais attends, le gars, il te sort ça, que ça n'existait pas, mais. Donc c'est pas parce qu'à un endroit il n'y a pas de château qu'il n'y en a jamais eu. Voilà. Pour prouver qu'il y a eu existence d'un château, il faut aller chercher dans les maisons du village, on retrouve les pierres du château en général. Je vous ferai dire. Donc il accepta volontiers, le suivit jusqu'à un beau manoir où il fut accueilli par des jeunes gens qui s'empressèrent de le désarmer et de conduire son cheval à l'écurie. C'étaient les fils du Vavasseur. Lancelot fut reçu avec les plus grands égards. Ah, c'est presque fini. Oh, j'ai presque fini. Plus grands égards. Je ne sais plus où j'en suis. Et quand le super souper fut terminé, le Vavasseur chercha à savoir qui était son hôte. Je suis du royaume de Bretagne. C'est même pas vrai. Il est de Bretagne armoricaine, il est de Bretagne française, répondit Lancelot. Et je viens dans ce pays pour la première fois. Et il ment. À ces mots, le Vavasseur. Ah oui, si, il vient. Si, non, il ment pas. Si on est dans la mort, il ment pas. À ces mots, le Vavasseur, sa femme et ses enfants manifestèrent une grande tristesse. C'est pour ton malheur que tu es venu ici, beau doux seigneur, dirent-ils. Combien ton sort est digne de pitié. Maintenant, toi aussi tu vivras comme nous dans l'exil et l'esclavage. Comment cela s'étonna Lancelot. Quelle est donc votre terre à vous autres? La même que la tienne, seigneur. Dans le pays où nous sommes, beaucoup de braves gens que ton pays vit naître sont réduits à l'esclavage. Ah, maudite soit pareille coutume, et maudits soient ceux qui la maintiennent, car tous les étrangers qui viennent ici sont contraints d'y rester. Ce pays devient leur prison. Entre qui veut, mais tout retour est impossible. C'est à ces détails qu'on s'aperçoit que le royaume de Méléagant est le symbole d'un autre monde, non pas l'au-delà chrétien, mais une sorte de pays intermédiaire, un univers conforme aux traditions celtiques et qui préfigure la notion de purgatoire. Mais remachin, moi je suis convaincue, comme l'était René Daumal, et comme l'ont été d'autres, et comme peut-être quelques-uns le pressentent, mais je crois qu'on n'est pas beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des petits endroits où on peut se retrouver dans des mondes parallèles, semi-matériels, semi-immatériels. J'en suis convaincue. Bah, d'ailleurs, c'était ça ma première quête. Et j'en ai été détournée, j'avais complètement oublié cette histoire. Hein? Du coup, non, ce bouquin est riche en explications. Là, il faudrait se souvenir par où il est rentré dans ce monde, hein, quand même.
pense qu'il y en a un peu partout, hein, des entrées pour aller dans ce monde. René Daumal appelait ça le mont analogue. Mais bon, il considérait que c'était une île. Mais c'est pas forcément une île, hein. Je pense qu'on peut accéder au monde analogue à peu près de beaucoup plus d'endroits qu'on ne le, qu'on ne le prétend ou qu'on puisse l'imaginer. D'ailleurs, là, ce que le gars dit, en gros, quand il dit entre qui veut, ça sous-entend un petit peu que c'est le monde du suicide aussi. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si symboliquement ou non symboliquement, Lancelot il s'est suicidé pour rejoindre Guenièvre. Tu ne sortiras jamais plus de ce royaume. J'en sortirai si je le veux, répliqua Lancelot d'une voix ferme. Et comment s'étonna le Vavasseur. Je ferai de mon mieux pour qu'il en soit ainsi. Je le souhaite, reprit le Vavasseur, car si tu en sors, tous les autres ne craindront plus rien et partiront librement. La coutume veut en effet que si un seul d'entre nous parvient au cours d'un combat loyal. Merde, c'est quoi ce bordel? Hop. 7h30. La coutume veut en effet que si un seul d'entre nous parvient, au cours d'un combat loyal, à s'affranchir de sa captivité, tous les exilés pourront rentrer chez eux sans qu'on cherche à les en empêcher. C'est alors que le Vavasseur se souvint de la nouvelle qu'on lui avait rapportée. Un chevalier valeureux était entré de vive force dans le pays pour secourir la reine qui se trouvait entre les mains de Méléagant, le fils du roi Baudémagu. Il poursuivit ainsi. Seigneur, ne me cache rien de ton entreprise. En retour, je te le promets, je te conseillerai du mieux que je pourrai. Je n'y perdrai rien si le succès couronne tes efforts. Dis-moi la vérité, c'est notre intérêt à tous. Es-tu venu ici pour délivrer la reine de la prison où l'a conduite l'odieux Méléagant, qui est le mainteneur acharné de cette maudite coutume? Tu dis vrai, dit Lancelot. Je ne suis pas venu pour une autre raison. Je ne sais où madame est retenue captive, mais je ferai tout mon possible pour la secourir. Aussi ai-je besoin d'un conseil. Seigneur, dit le Vavasseur, tu as emprunté un très rude chemin, celui qui mène au pont de l'épée tout droit. Mais on peut y parvenir par une autre route, beaucoup plus sûre. Cet autre chemin, demanda Lancelot, est-il aussi droit que celui-ci? Il est plus long, mais moins périlleux. Alors, je n'en veux pas. Je suis la réincarnation de Lancelot. Alors je n'en veux pas. Renseigne-moi plutôt sur le chemin qui passe par ici. Seigneur, tu n'y gagneras rien de bon, car dès demain tu parviendras à un endroit où tu pourrais rencontrer grand dommage. Il a pour nom le passage des pierres. C'est un lieu dangereux. Pour qu'un cheval y passe, il faut un miracle, car il est si étroit que 2 hommes de front ne peuvent le franchir. De plus, il est bien défendu, entre 2 montagnes, fermé par 2 grandes barres de fer, et un chevalier en armes, assisté de 2 sergents, en assurent la garde jour et nuit. Tu risques fort de recevoir de nombreux coups avant d'atteindre l'autre côté. L'un des fils, qui était chevalier, fit 2 pas en avant et dit: Mon père, si tu le permets, j'accompagnerai le chevalier. À son exemple, un autre de ses fils, le plus jeune, qui n'était encore que valet, se leva. J'irai moi aussi, dit-il. Le père donna son accord et se tourna vers Lancelot. Qu'en penses-tu? C'est bien, répondit-il. La générosité de tes fils est si grande que je ne peux refuser leur aide. Cela dit, ils allèrent tous se coucher. Je crois que moi aussi, je vais faire ça. Donc, synthèse de la version de Chrétien de Troyes et de celle de Gauthier Map. Merci Jean-Marc Hall. J'espère que Jean-Marc Hall est au paradis. Hein. Donc, prochain chapitre, le pont de l'épée, qui sera un moyen long chapitre. J'espère que cette fois-ci, j'arriverai à le faire en une fois. Hop. Et du coup, quand je me réveille, j'essaierai aussi de continuer, d'en finir avec la naissance du monde selon Israël. Après quoi, on passera à la naissance du monde selon l'islam.
qui est pas trop long, ça va, je pense pas. Et après l'islam, c'est cool. Après, c'est les Turcs et les Mongols. Après, c'est l'Iran pré-islamique. Après, c'est l'Inde. Après, c'est le bouddhisme siamois. Après, c'est le Laos, le Tibet, la Chine. Ça va être génial. J'ai hâte. Bon, faut d'abord finir Israël, qui, bon, franchement. Et puis là, on va s'occuper d'Aînée et la fondation de Rome aussi. Voilà. Hop, j'ai hâte. J'ai hâte, mais j'espère vraiment retrouver la voie, quoi.